Merci de regarder cette troisième table ronde d'Univers VO, une table ronde dont le sujet est bien acheter, bien vendre son VO. Et ce sont des spécialistes en la matière qui ont répondu présent. David Rérol, VPN Auto, vous êtes directeur des activités. Bonjour, oui, exactement, VPN Auto. Jean-Pierre Gauthier, directeur général Groupe Argus. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Guinaud, donc président directeur général d'Apro Automobile. Bonjour, presque ça, tout à fait. On va rentrer dans le vif du sujet avec une question pratiquement d'actualité que je vais poser à David Rérol. Imaginons que j'arrive dans une agence VPN avec une Passat TDI de 2009, avec un moteur EA189. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'acceptez ou pas? Chiant cette question-là. Vous connaissez. J'avais pas commencé avec une question simple. Oui, on va l'accepter, oui. Je pense que les équipes, on leur a fait passer le message d'être attentifs. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas céder à la panique. On peut se poser la question de la valeur résiduelle. Pour l'instant, on ne sent pas, et on a posé la question aux équipes au niveau des voitures qu'on avait en stock à la vente, s'il y avait des clients qui avaient dit je n'achète pas ou bien je recule l'achat, on n'a pas eu ce cas. Il y a des clients en revanche qui nous ont appelés, qui ont eu besoin d'être rassurés, on a fait le travail, mais on n'a pas de drame. Donc je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Il y a un sujet qui est clair. Pour autant, à court terme, on n'a pas eu de cas vraiment d'annulation de bon de commande, de je veux pas de la voiture, etc. etc. Alors effectivement, on a quand même dit aux équipes de faire attention et de réfléchir à la valeur résiduelle. Les gens de l'Argus pourront peut-être nous en dire un petit peu plus. Je crois qu'il est un peu trop tôt et je pense quand même qu'il faut éviter de céder à la panique. Les véhicules roulent, fonctionnent. Et il y a un sujet lié à l'émission de CO2. Ça n'enlève rien à la qualité de la voiture et ça n'enlève rien à la qualité des voitures vendues. Jean-Pierre Gauthier, c'est vrai, ça fait même pas un mois maintenant que l'affaire a été rendue publique. Est-ce qu'il est trop tôt pour voir quelque chose sur la cote de tous les modèles diesel incriminés Sur la valeur de VAG? marché, il est déjà encore trop tôt pour voir ce qui se passe. Nous, on ne constate pas aujourd'hui des mouvements significatifs, ni sur les annonces, ni sur les prix d'annonce, ni sur les délais de vente. Donc il est clair qu'on estime à aujourd'hui qu'il est trop tôt pour se prononcer sur les futures valeurs résiduelles. Il est possible qu'elles restent en l'état. Je pense que c'est plutôt les gestionnaires de flotte et les loueurs qui ont, et éventuellement les financeurs, qui auront un impact éventuel sur ce marché, et certainement pas les particuliers. Les particuliers, ils suivront éventuellement ce qui se passe. Mais c'est vrai que nous, on est à l'affût, mais on n'a encore rien noté de tel. On est à l'affût d'une éventuelle suppression de commande d'un gros loueur, d'une grosse flotte qui renoncerait à acheter plusieurs centaines de voitures. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Dans les flottes, on devrait s'en apercevoir quand justement de l'impact de l'affaire VV? Je pense que d'ici quelques mois, quoi. Enfin, parce que c'est quand même des programmes pluriannuels ou pluriannuels. Hein. Quand on achète une flotte de voitures pour la louer, on l'achète pour plusieurs années. Donc c'est un peu tôt. Et je dirais que quand même ces loueurs ou ces flottes n'ont pas non plus tellement intérêt à voir les valeurs résiduelles baisser parce qu'ils ont déjà des voitures des marques en question. Et donc je pense qu'il y aurait un effet domino que tout le monde essaie d'éviter. Donc nous à l'Argus, on ne fait pas le marché, on le constate. Donc aujourd'hui, on n'a pas constaté des choses qui nécessitent des ajustements importants. Bon, c'était juste un sujet d'introduction, on ne va pas parler de Volkswagen évidemment. Le sujet, c'est bien acheter, donc bien vendre son véhicule d'occasion. Alors chez Apro Automobile, vous êtes bien situé finalement pour savoir quel est le bon sourcing, quel est le meilleur sourcing. Comment vous faites? Comment vous le choisissez? Comment vous déterminez un bon sourcing d'un mauvais sourcing? Approvisionnement pour parler dans la langue de Molière. Pierre Guinaud. Alors, un bon sourcing d'un mauvais sourcing, moi je dirais que, bon, déjà on a quand même l'habitude de travailler un peu avec des fournisseurs habituels. Ensuite, on est en la recherche permanente de nouvelles sources et approvisionnements. Un bon sourcing, je crois que c'est déjà une bonne maîtrise de son marché, savoir un petit peu quelles sont les voitures que l'on recherche, connaître bien le marché, parce que un bon sourcing chez moi n'est pas forcément un bon sourcing pour un autre. C'est aussi dépendant, on le comprend bien, l'achat et la vente sont forcément liés. Alors comment le reconnaître? On fait des études. Bon, déjà, il y a une étude du fournisseur au préalable pour être sûr déjà qu'on s'adresse à quelqu'un de très sérieux.
Ensuite, on fait des études de liste selon des études de marché, des positionnements, la rareté du véhicule, les cotes également, mais pas que. On tient compte du prix, état. C'est un mélange, hein. Il y a une Ouais, question de il y a feeling, beaucoup de de confiance. choses C'est la qui même entrent chose chez en VPN, compte. parce qu'en plus vous avez la particularité de vous adresser au niveau de la vente aussi bien à des professionnels qu'à des particuliers. Pour moi, un bon sourcing, c'est celui qui fait vendre la voiture rapidement au bon prix. Donc, je reste convaincu qu'on est sur un marché qui a évolué rapidement, où il y a une montée en compétences de tout le monde, des acteurs en amont, c'est-à-dire les constructeurs. En aval, nous, on est plus précis tous dans le métier. En tout cas, on est plus précis aujourd'hui qu'on l'était hier. Les outils Plus précis arrivent, ou plus professionnel? Parce qu'on parle deux. parfois de... Les deux. La précision, c'est lié aux outils. Le professionnel, c'est lié aux hommes. Ouais. Donc, pour revenir au sourcing, pour moi, un bon sourcing, c'est la voiture qu'on achète au bon prix, qu'on vend vite. Je pense que la rotation des stocks, elle est primordiale dans nos métiers. Voilà. Et puis en termes de gestion, une voiture qui tourne, c'est quand même plus agréable qu'une voiture qui reste en stock. Donc la notion de rotation très importante. Jean-Pierre Gauthier, justement, dans le groupe Argus, vous êtes un petit peu la vigie du marché, hein, vous êtes en situation d'observateur. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est aujourd'hui le canal d'approvisionnement tendance, celui qui fonctionne bien, celui qui permet par exemple des rotations rapides, comme le disait David? Ça, c'est une question difficile. Je pense que la tendance quand même, côté des professionnels, la distribution automobile, c'est d'essayer de récupérer de plus en plus du sourcing auprès des particuliers, puisque quand même en France, on a une particularité d'être l'un des pays d'Europe dans lequel le sourcing à particulier, enfin entre particuliers est très important, et ce qui est évidemment à la fois un problème et un souci. Et donc je vois beaucoup de nos clients ou des distributeurs qui travaillent sur cet aspect. Je pense que les particuliers aussi eux-mêmes reviennent quand même de mauvaises expériences de vente en C2C qui doivent quand même favoriser un peu la chose. Et puis il y a des problèmes d'explication aussi. On a expliqué quand on est un professionnel que d'abord on est là pour gagner de l'argent et qu'on a besoin de faire une marge, et qu'ensuite un véhicule qu'on achète, il a tel ou tel besoin de réparation, de remise en état. Et puis ensuite quand on le revend avec des choses que les particuliers ne peuvent pas proposer. Une extension de garantie, un service après-vente, enfin un certain nombre de choses. Et c'est vrai que là il y a certainement un gros travail à faire sur la valeur ajoutée que le professionnel apporte finalement au commerce automobile. Et je vois beaucoup de gens, et David est un bon exemple, de gens qui travaillent sur ces choses-là pour justifier la différence de prix qui existe malgré tout entre le B2C et le C2C. Bien sûr. Pierre Guénaud, pardon. Les 5 piliers de l'acheteur professionnel, selon vous? Allez. Pourquoi 5? Je ne sais pas. 3, ça sera déjà pas mal. 5 piliers. Alors attendez, vous me posez des questions, aucune préparation et bam, 5 piliers. Mais qu'est-ce que vous dites à vos équipes? Comment vous les briefez? Qu'est-ce que je dis? Alors, attendez, il faut que je réfléchisse, je vais me prendre un peu de cours là. 5 piliers. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le cas chez nous par exemple où mon acheteur vient de la vente déjà. Donc je pense que d'avoir une connaissance du marché, être un acheteur, c'est peut-être pour moi, je trouve que c'est un avantage en tout cas d'être déjà passé par la vente. Il faut quand même malgré tout aimer l'automobile, aimer ce qu'on fait, compiler des chiffres, connaître le marché, s'informer. C'est un métier qui demande quand même, vous parlez tout à l'heure du cas de Volkswagen, donc voilà, c'est pas simplement un prix, une cote, non, il faut quand même s'informer, anticiper le marché, voir un petit peu les tendances, voilà exactement, tenir compte des tendances, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui défend la notion uniquement de prix. Ça sera jamais ma philosophie, je crois qu'il y a énormément de choses autour. Alors je sais pas combien j'ai dit de piliers là déjà, donc j'irais avoir une connaissance du marché, pour moi avoir une expérience dans la vente. Qu'est-ce que je dirais? L'information, aimer ce que l'on fait. On y est presque, hein? Ouais, j'essaie de les trouver. Je sais pas. Je vais vous aider un petit peu. Peut-être aussi utiliser des outils que vous proposent les professionnels ou en tout cas les éditeurs de logiciels. Moi je croyais que vous me disiez la capacité de l'acheteur. Oui, effectivement, là il faut indispensablement utiliser. Savoir maîtriser certains outils. Savoir maîtriser d'outils, voilà, effectivement. Alors je pense à justement, par exemple, Cardiff dans le groupe Argus. Je pense qu'il y a quand même un risque d'excès de confiance en soi chez le professionnel de l'automobile, d'ailleurs dans tous les métiers. Mais il y a un chiffre que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il sort aujourd'hui en France plus de 10 000 modèles de voitures différents chaque année.
Et donc, C'est même avec si, toutes les configurations, oui, toutes les options. finitions, je ne parle même pas des équipements en option, là. Je parle juste des configurations qui sont produites De base. par les constructeurs. Et donc même si on est un professionnel de l'automobile et qu'on connaît bien son métier, il est impossible de connaître Bien sûr. ce détail-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont besoin d'outils. Et nous, à l'Argus, on fabrique à la fois des outils de gestion, mais également des outils de reconnaissance du véhicule, parce que je crois que la première des choses pour bien acheter, c'est de ne pas se tromper de véhicule, c'est-à-dire d'acheter le véhicule qui est là, qui est devant nous, et dans lequel on a valorisé les bonnes options, la bonne finition. Et donc ça, c'est un élément qui, à mon avis, est essentiel. Et nous, on essaye, dans notre métier, en dehors de la valorisation, d'apporter aux professionnels, effectivement, cet élément-là. Alors, et les systèmes d'information, du coup, puisqu'on parle de ça au sein de Groupe Argus, ils sont mus, ou en tout cas, ils sont pensés avec quelle philosophie? C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire simplifier le travail aussi bien de l'acheteur que du vendeur? Oui, disons que on fait au fil des années, hein, ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui qu'à l'Argus on vend des Ça logiciels évolue sans cesse. pour aider la distribution automobile, donc Planète VO et Cardiff VO. Et c'est vrai qu'actuellement, on travaille beaucoup avec nos équipes, c'est notre leitmotiv sur la reconnaissance du véhicule. Plus que le prix, ça découle en fait de ça. Mais on peut va pas, revenir sur le prix. on peut pas. Avant le prix, il y a d'abord la reconnaissance du véhicule. Et donc moi, j'essaye de mobiliser les équipes ici à l'Argus pour que vraiment on aide les professionnels à savoir de quel véhicule il est question. D'ailleurs, problème que les particuliers ont aussi et qu'ils sous-estiment. Hein. C'est-à-dire que clairement, quand vous êtes en C2C, les gens savent pas la voiture qu'ils achètent et probablement ils n'achètent pas la voiture qu'ils croient avoir achetée, ni d'ailleurs au prix qu'ils auraient dû payer. Les mauvais effets, on va dire, du phénomène Le Bon Coin, c'est ce que vous êtes en train de dire un peu? Oui, il peut y avoir un peu ça. Bon, Le Bon Coin c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de vieilles voitures. Hein. Ouais. Le prix moyen d'affichage sur Le Bon Coin c'est au-delà de 5 000 euros, alors qu'il y a d'autres sites sur lesquels on retrouve moins d'annonces de particuliers et plus d'annonces de professionnels, sur lesquels le prix est plutôt entre 10 et 12 000 euros, et où là je pense qu'effectivement on achète des voitures de meilleure qualité. Mais il y a quand même une tendance à ce que les particuliers utilisent des voitures de plus en plus âgées quand même. Et donc là, il y a aussi une source de sourcing pour les professionnels, d'essayer de s'intéresser davantage qu'ils ne le font aujourd'hui à des véhicules un peu kilométrés, un peu âgés. David Reyrol, est-ce que vous partagez un peu cette idée d'une usine à gaz que serait devenu le marché automobile français en particulier, avec plein d'options, plein de modèles, et qu'on s'y perd un peu aussi bien. C'est vous partagez, en tout cas c'est pas ce que j'ai dit, hein. Moi j'ai pas dit que c'était une usine à gaz. J'ai résumé. Je partage après, quand on prend les chiffres, en fait, si on est des mathématiciens, il est évident que s'intéresser à un marché qui échappe aux professionnels, c'est une chose, parce que 5,5 millions de VO, je crois, par an, dont une bonne partie ce sont des véhicules de plus de 5 ans où effectivement les professionnels n'existent pas ou quasiment pas, je crois que c'est 10% oui, à peine, ou 10% des transactions, donc on n'existe pas. Et que oui, il y a certainement quelque chose à faire, mais attention à deux choses. La première, c'est que je souris un peu de tout ce que j'entends sur le VO depuis quelques mois, parce que tout le monde a l'air de redécouvrir le VO. Pour qu'il y ait un VO, à la base, il faut qu'il y ait un VN quand même. Donc il ne faut pas oublier que c'est un VN, puis un occasion récent, puis un VO intermédiaire, puis un vrai VO. Oui, il y a quelque chose à faire sur les particuliers. Oui, il y a des choses qui se dessinent. Oui, il faut qu'on soit actif sur ce sujet-là. Pour autant, c'est pour moi un autre métier. Ça veut dire une autre organisation. Ça veut dire peut-être des business models à créer. Il y en a qui sont en train de le faire et oui, qui y arrivent. Je pense aux Allemands qui sont en train d'arriver sur le marché, à Aramis, etc. Et nous, professionnels de l'automobile, qui venions du VN, puis on a fait du VO récent, puis on s'intéresse au VO, puis les groupes de distribution ont essayé de commencer à faire des systèmes low cost, etc. Belle idée. Réalisation, pas simple à mettre en œuvre, avec tout l'aspect organisationnel, humain, outils, et puis business model à voir. Tout le monde a pris des initiatives. Qui gagne de l'argent vraiment, pour l'instant, c'est pas super clair. Pour autant, si on se donne les moyens, comme pour tous les business, hein, si on se donne les moyens, effectivement, il y a des choses à faire et il y a effectivement un marché qui est très fort. Effectivement, il y a eu un changement lié au Bon Coin et je suis d'accord avec vous, je pense que le consommateur qui transactionne entre particuliers se rend compte des limites aussi du Bon Coin et si on fait les choses sérieusement, les professionnels peuvent avoir un beau rôle à jouer. Je suis convaincu. Hein. Pierre Guinaud, le digital, est-ce qu'il a apporté plus de clarté justement sur les produits et sur le pricing par la suite, sur le fait de fixer les prix, ou est-ce que ça, comme sur le Bon Coin,
ça rend les gens un peu moins sûrs finalement de ce qu'ils achètent. Est-ce que c'est bien le bon prix, quoi? Il n'y a qu'une seule question là où La première, sur le digital. Sur le digital, oui, moi je trouve que les outils ont amené beaucoup plus de clarté. Comme disait monsieur, quelque chose de très important quand même, c'est les bases de données véhicules, parce que même nous, même dans la spécialité, même quand on connaît très très bien les marques, les constructeurs, sur un même modèle, entre une année 2013, 2014, 2015, peuvent rajouter des équipements. Donc on se retrouve souvent à ne pas comprendre pourquoi celle-ci a le GPS, là pas, est-ce que c'est une option, pas une option. Donc déjà, c'est important de bien connaître et d'avoir des outils qui nous permettent de le faire. Après, effectivement, les outils de cotation aujourd'hui se sont beaucoup améliorés, sont beaucoup moins mathématiques, ils tiennent beaucoup plus compte du marché. Donc ça nous aide aussi. Après, ça n'enlève pas notre savoir-faire et notre métier, qui est malgré tout celui de compiler un peu toutes ces informations, mais d'avoir une anticipation un petit peu à très court terme, bien sûr, mais une anticipation, parce que au moment où on étudie, c'est le marché du moment, mais au moment où on va vendre la voiture, il se sera écoulé quelques jours ou peut-être même quelques mois, et les choses peuvent avoir complètement changé. Il faut anticiper qu'à ce moment-là, il peut y rentrer des stocks. Ça concerne quand même essentiellement VO récent et VN. Beaucoup moins le véhicule un peu plus ancien, plus de 5 ans, qui lui est plus stable et qui est chaque véhicule est un peu plus unique de toute façon, puisqu'on a un conducteur, on a des kilométrages, on a des options un peu différentes. Ouais. Mais sur le récent, oui, mais effectivement, le digital a apporté quand même Jean-Pierre Gauthier, pour la cote Argus, combien de personnes ça implique? En fait, aujourd'hui, comme vient de le dire monsieur, on a quelque chose qui est assez nouveau, enfin qui a en gros une dizaine d'années, mais aujourd'hui on a des chiffres qui viennent du digital, dont on ne disposait pas auparavant, et qui permettent effectivement d'être plus précis, je crois, dans l'estimation des véhicules. Mais il y a une espèce de paradoxe là, et là sur un point je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a de plus en plus de mathématiques au contraire, c'est-à-dire que savoir ce qui se passe sur le marché, lire les sites internet, comparer des annonces, faire des prix. Vous voyez, à l'Argus, il y a une dizaine d'années, on avait des experts automobiles qui connaissent, et on en a toujours, qui connaissent parfaitement les véhicules. Et aujourd'hui, on a, en plus de ces experts, une équipe de pratiquement 8 statisticiens chevronnés, qui sont des jeunes gens et femmes qui viennent de grandes écoles et qui sont ceux qui construisent des modèles statistiques pour évaluer le prix des voitures. Donc c'est venu finalement, d'une certaine façon, un peu plus compliqué. Je pense que les professionnels, ça leur plaît parce que du coup, le libre arbitre, alors ça, je ne sais pas si ça plaît aux vendeurs, mais le libre arbitre du vendeur sur le prix est certainement moins élevé qu'il n'était auparavant, et que nous, on se met en situation d'apporter de plus en plus de précision, à la fois parce qu'il y a beaucoup de modèles différents, mais aussi parce que les comportements du marché peuvent être davantage étudiés qu'ils n'étaient auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme changement là quand même d'un point de vue des méthodes, et donc nous aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est plus de pratiquement 35 personnes qui travaillent dans les services de valorisation de l'Argus. David Rérol, justement, Jean-Pierre Gauthier parlait de libre arbitre. Comment vous faites qu'est-ce que vous dites à vos équipes entre justement la précision, ou en tout cas les chiffres, parce que ça c'est factuel, d'une cote, et là tu peux peut-être pousser un peu plus, là non, t'as trop cédé? Effectivement, je rejoins ce qu'il dit complètement, c'est qu'il y a un changement de besoin. Il y a une belle société aussi en face de nous là qui fait des RH, mais il y a un besoin il y a un changement de la manière dont les vendeurs achetaient et vendaient, et dont les vendeurs vont acheter et vendre dans le futur. Effectivement, il y a des outils qui font que le libre arbitre, peut-être sur une échelle de 1 à 10, il pouvait aller jusqu'à 10, aujourd'hui il va sur une échelle de 1 à 2. Donc c'est plus précis, c'est plus rigoureux, ça laisse moins d'esprit d'initiative. Dans le même temps, c'est rassurant pour le chef des ventes, pour le directeur de la concession. Donc tout ça, c'est positif. Après, il faut regarder parce que ça arrive, tout arrive très très vite. Là, en ce moment, ça bouge très vite. Donc, et oui, il y a des équipes qui sont un peu perdues. Donc ça passe par de la formation, de l'accompagnement, de la compréhension des outils. Nous, on a changé un outil. Au départ, c'était la révolution, tout allait mal aller. Et puis en fait, petit à petit, il se l'approprie. Et effectivement, on prend un exemple concret, une fiche d'expertise. Jusque-là, le vendeur faisait une fiche d'expertise et puis il disait 4 pneus, ça vaut, je sais pas, 500 €. Aujourd'hui, il clique sur un bouton et puis c'est pas 500 €, c'est 581 €. Et l'avantage, c'est qu'il peut quand même dire au client, voyez, c'est précis, c'est rigoureux. Donc vis-à-vis du client, c'est de la transparence. Et je pense que justement, pour aller plus tard sur des véhicules plus anciens, c'est ce qui fera qu'on arrivera à pénétrer les particuliers, parce qu'on sera
plus précis, plus rigoureux, plus transparent. On assumera plus le fait qu'on est là pour faire de la marge et gagner de l'argent, on vous apporte un service, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a une catégorie des vendeurs qui n'a pas appris à bosser comme ça par le passé et qui a un vrai changement. Pierre Guinaud, cette évolution du métier, vous l'avez observé vous aussi chez Apro Automobile? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. J'aime bien dire en ce moment, on est revenu un peu en arrière, je dirais que c'est vraiment la mise en avant du vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus des maquignons qu'il faut, c'est des gens qui savent maîtriser la vente. Là, c'est surtout la vente à particulier, je parle. La vente à marchand, c'est encore un petit peu différent, mais sur la vente à particulier, aujourd'hui, je trouve que c'est même un combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet a amené quand même une lisibilité pour les particuliers qui leur permet de voir à peu près les mêmes modèles un petit peu Et partout. la transparence avec, dont parlait David. Ouais. Voilà, cette fameuse transparence. Et du coup, il faut que le vendeur soit capable de bien écouter le client et de surtout arriver à bien comprendre ses besoins pour arriver à lui faire comprendre que c'est chez lui qu'il faut acheter et ne pas se contenter de dire on se rappelle ou renseigner simplement. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un combat. Un client on le sait, il y a des statistiques qui le disent, les clients ne se déplacent peu dans les concessions. Donc quand ils sont là, il faut conclure l'affaire très rapidement. conclure l'affaire. Et on va aussi devoir conclure cette table ronde, mais juste avec une question, j'avais commencé avec une question patate un petit peu, la conclusion est pareille. Existe-t-il une recette miracle pour améliorer ses marges? Travailler avec l'Argus. Ok, bonne réponse. De Jean-Pierre Gauthier en tout cas. David Reyrol, chez VPN, on a la même option? Le problème d'une marge, c'est quand elle est bonne, on voudrait qu'elle soit encore meilleure, et quand elle est meilleure, on voudrait qu'elle soit exceptionnelle. Donc on gagne jamais assez. La marge, elle est jamais assez bonne. Déjà, ça c'est un postulat de base. Et après, moi, j'ai envie de dire que justement, c'est de combattre les croyances. Et ça passe par l'humain et les outils. Donc on se rend compte que quand on se met pas de barrière, on finit par les franchir, et quand on s'en met, on reste derrière la barrière, quoi. Pierre Guinaud, un mot à rajouter? Moi, je dirais, je suis souvent d'accord avec David. Il dit des choses très intéressantes. Donc, on va vous moi, mettre je dirais dans en table plus ronde ensemble, l'anticipation et la flexibilité, être toujours un peu à l'écoute de tout ce qui se fait parce que ça bouge vraiment très vite et ne pas avoir d'a priori, vraiment être flexible et aller en toujours un peu d'anticipation, mais être très flexible. Et être à l'écoute du marché, j'imagine. Ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pas que du marché, à l'écoute des nouvelles technologies, des nouveaux comportements des gens, être anticipé, flexible, je dirais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Avec plaisir.